Bonsoir et bienvenue à cette conférence du Club et du Flip. Moi, je suis Alexia Munoz, je travaille au Centre ludique de Boulogne-Billancourt, donc le Club. J'accueille ce soir donc 3 intervenants pour une table ronde autour du thème de jeux narratifs, jeux de rôle, quand l'imaginaire se la raconte. Si vous nous voyez sur Facebook, sur le live Facebook, n'hésitez pas à poser des questions. On va essayer de suivre ça pour pouvoir y répondre à la fin de nos échanges, voilà, pour que vous puissiez avoir les réponses, même si vous êtes à l'autre bout de la France. Et bien sûr, ceux qui sont avec nous ce soir, n'hésitez pas aussi à garder vos questions de côté. On essaiera d'y répondre à la fin. Je suis ravie de vous accueillir ce soir donc, pour discuter de jeux narratifs et jeux de rôle. On va effectivement parler de ce qu'est un jeu narratif, ce qu'est un jeu de rôle, et après on va se poser quelques questions par rapport à tout ça. Dans un premier temps, je vais effectivement proposer à nos intervenants de se présenter rapidement, et puis après on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Guillaume ? Bonjour, moi je m'appelle Guillaume, je suis un vieux joueur, un très très vieux joueur. J'ai commencé à organiser des événements autour du jeu de rôle en 95. J'ai commencé à bêta-tester des jeux en 2004. J'ai écrit des critiques de jeux dans différents magazines et actuellement j'écris pour Sci-Fi Universe depuis 2010. Et je travaille dans une boutique ludique qui s'appelle Hobby Shop depuis 5 ans. Donc voilà. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathilde, je fais partie de l'association Réel depuis à peu près 2010. J'ai également travaillé chez Trick Track pendant un petit temps. Je suis plus généralement passionnée de jeux de société et spécifiquement de jeux narratifs. Et je fais aussi du théâtre d'improvisation depuis très longtemps. Et je pense qu'il y a pas mal de liens entre le théâtre d'impro et les jeux narratifs, notamment le jeu de rôle. Donc moi, c'est un petit peu cet angle-là que je vais essayer d'apporter. Bonjour à tous, moi c'est Simon Villot, je suis un des fondateurs de la maison d'édition Blam, donc qui a commencé en 2015 grâce à Célestia, et puis voilà, depuis 2 ans on a une gamme de jeux qui s'appelle Carte Aventura, de jeux narratifs dont on a beaucoup de chance, qui marche très bien, qui apporte plein de choses sur l'histoire. On a une super équipe que je pilote. Et du coup, je suis ravi de parler de jeux de rôle et de jeux narratifs parce que c'est des sujets qui nous passionnent chez Blam. Et en tout cas, merci à vous 3 d'être avec nous ce soir. On va commencer donc par le premier point, en fait, pour savoir un peu de quoi on parle. On va effectivement voir avec vous, pour que vous nous expliquiez d'abord qu'est-ce que le jeu de rôle. Donc peut-être Guillaume se lancera là-dedans. Et puis, qu'est-ce qu'un jeu narratif ? Donc voilà, après, Simon... on te laissera peut-être plus la parole. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous n'hésitiez pas à vous répondre entre vous, rebondir sur les propos des uns et des autres. N'hésitez pas à en faire quelque chose d'assez vivant. Guillaume, à toi la parole. Qu'est-ce que le jeu de rôle ? Alors, on pourrait faire une définition assez compliquée du jeu de rôle, mais je vais faire assez simple. Le jeu de rôle, c'est un groupe d'amis autour d'une table. Une des personnes va raconter une histoire, on appelle cette personne le maître de jeu, et les autres joueurs vont participer à l'histoire. Voilà. Il y a un système de règles dans le cas où le hasard peut intervenir sur une des actions des joueurs, mais sinon, c'est juste cela. Ok. Et alors du coup, par rapport au jeu de rôle, est-ce que tu as un petit historique à nous donner sur depuis quand ça existe, qu'est-ce qu'on peut trouver, quels sont les premiers jeux de rôle qui ont existé, parce que peut-être que ce soir effectivement il y a parmi nous des gens qui ne connaissent pas du tout le jeu de rôle, qui en ont peut-être entendu parler, qui appréhendent qui ne savent pas ce que c'est et qui en auraient peut-être un peu peur. Le jeu de rôle est un dérivé des dungeon crawlers des années 60. Alors, pour les plus anciens d'entre nous, vous devez vous rappeler d'HeroQuest. Ces jeux-là proviennent d'un jeu qui s'appelle Chainmail, et les jeux de rôle proviennent de ces jeux-là aussi. C'est juste des jeux qu'on dit, en fait, on utilise d'arrêter le plateau et les figurines,
et on va jouer sans tout ça. Ils ont juste dit, on n'a pas besoin de tout ça pour jouer, et on va jouer avec notre imagination, et uniquement se parler entre nous et se raconter les histoires entre nous, et être plus libre de raconter les histoires dont on a envie, sans avoir besoin d'avoir recours à un plateau de jeu. L'idée de départ du jeu de rôle, elle est là. C'est que au départ, on avait un plateau de jeu avec des donjons, des coffres, des monstres, des trésors, et c'était limité à ce donjon-là. Et d'un coup, on s'est dit, si on sortait du donjon, comment ça se passerait ? Les premières personnes à avoir fait ça, ils sont connus, ils ont créé un jeu qui s'appelle Donjons et Dragons. Personne n'a entendu parler de ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à créer les premiers jeux de rôle. Il y a deux branches du jeu de rôle qui sont restées à ce moment-là. Il y a ce qu'on appelle le jeu à l'américaine, qui a gardé une partie des figurines. C'est resté du jeu de rôle, mais ils ont gardé une partie des figurines, ils ont gardé une partie du plateau, même s'ils faisaient le retour à la ville, même s'ils jouaient le retour, les visites chez le marchand, ils ont gardé quand même une partie très donjon. Et on peut opposer ça au jeu à l'européenne, qui, elle, a complètement mis de côté la partie donjon et qui est partie vers des jeux qui étaient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus originaux. Qui ont commencé à utiliser des setups contemporains. On peut parler d'Innominé Satanis, qui est un produit pur français, qui fait par Croc. À partir de ce moment-là, il y a eu une explosion au niveau français des jeux de rôle et on a eu plusieurs jeux de rôle. Le marché du jeu de rôle est un marché qui a connu des hauts et des bas en fonction des années, en fonction de plusieurs mauvaises informations qui ont eu lieu dans les médias, plusieurs périodes de désinformation et puis des périodes où ça a été plus le vent en poupe. Dans les débuts des années 2000, on a plus eu le vent en poupe. Après, on a reperdu un petit peu de terrain par rapport au jeu de rôle et par rapport au jeu de rôle informatique, en particulier avec l'arrivée de WoW, qui a fait que les joueurs se sont désintéressés du jeu de rôle papier. Et là, on a eu un retour un petit peu du jeu de rôle ces dernières années, mais on en reparlera après. On en parlera un petit peu plus tard. Du coup, tu parlais des créateurs de Donjons et Dragons. J'ai effectivement entendu dire que Gary Gygax, donc un des deux créateurs, lui était plutôt sur du wargame. Il n'y avait pas beaucoup de narration au début, c'est plutôt son acolyte qui avait lui amené le plus de narration dans Donjons et Dragons, par exemple, en fait. Ils n'étaient pas en fait deux sur cette histoire. Il y a un groupe de joueurs autour d'eux et chacun avait sa propre approche du jeu. C'était un groupe de joueurs et il faut voir qu'ils étaient tous plus ou moins créateurs. Donc ils ont ouvert des pistes et chacun a suivi plus ou moins ces pistes. Le donjon qu'on connaît actuellement, ou en tout cas qui a émergé dans les années 80, est une somme de toutes ces expériences-là. Des livres qui sont sortis dans les années 70 et des souvenirs qui restent de cette époque-là, on a plutôt l'impression que c'était un espèce de melting pot, un gros mélange d'idées, un gros bouillonnement d'idées, et que de toutes ces idées-là est apparu différentes manières de jouer, et cette volonté de liberté qu'il y a eu dans le milieu du jeu de rôle, qui reste encore maintenant, de faire un peu ce qu'on a envie avec les règles et de ne pas se laisser brider par le jeu. Ça, c'est un élément qui est très important dans le jeu de rôle et qui revient dans tous les jeux de rôle que vous pourrez lire, c'est que le maître de jeu a le fin mot dans tout ce qui est règles et dans tout ce qui est histoire aussi. C'est lui qui va décider, qui va arbitrer la partie. Et si une règle va à l'encontre du bien-être des joueurs ou du bien-être de l'histoire, c'est lui qui va décider d'arbitrer, de dire non, la règle on s'en fiche à ce moment-là et on va aller dans cette direction-là, on va suivre cette piste de l'histoire. C'est lui qui va décider que l'histoire va aller dans un sens. Et c'est de ces différentes personnalités, pas seulement de ces deux personnes, mais de tout le bouillonnement d'idées-là,
qu'on a eu cette version du jeu de rôle. Il y a un peu ce même effet dans le wargame où il y a plusieurs types de règles différentes d'un même jeu qui peuvent sortir et chacun joue à son jeu. Mais là, c'est plutôt que jouer à chacun à son jeu, ils ont tous suivi le maître de jeu en disant quand on joue avec lui, on suit ses règles. Quand on joue avec lui, on suit ses règles à lui. Quand on joue avec lui, on suit ses règles à lui. D'accord. Donc effectivement, tu nous dis que le jeu de rôle, il y a une énorme liberté. Liberté qui est effectivement un peu plus contrainte dans les jeux narratifs. C'est justement ça qu'on recherche. Je pense que on peut... Le jeu narratif dans le monde ludique, c'est une expression qui est revenue, je pense, il y a 4-5 ans. C'est finalement assez récent et qui regroupe, en fait, à mon avis, 2 types de jeux. Il y a le jeu narratif où les joueurs racontent leur histoire, qui sont finalement des systèmes de jeux de rôle simplifiés, hyper simplifiés, et qui, si on simplifie à l'extrême, l'objectif de ces jeux narratifs, c'est d'enlever le MJ pour qu'il y ait une autonomie des joueurs de la table et que tout le monde s'amuse et que tout le monde apprend les mêmes règles, d'enlever en fait tous les freins, les gros freins du jeu de rôle. Ce type de jeu narratif... il y en a des assez vieux comme Il était une fois où les joueurs racontent des histoires, mais on essaie de simplifier les choses et de faire un système de jeu commun à tout le monde. Et puis on a des jeux qu'on dit aujourd'hui narratifs. Est-ce que c'est vraiment des jeux narratifs? Est-ce qu'il faudrait les appeler un peu autrement? Mais en tout cas, dans l'ambition est de faire vivre une histoire aux joueurs sur lequel il a un impact. Des fois, cet impact, c'est... juste des choix, comme dans un jeu de rôle, dans un livre dont vous êtes le héros ou des choses comme ça. Et puis, des fois, c'est un peu plus développé dans des jeux beaucoup plus denses, comme Time Stories ou comme Histoire de peluche ou des choses comme ça, où on se retrouve vraiment dans des systèmes plus élaborés, mais on veut raconter une histoire. Et quand on veut raconter une histoire, on pourrait presque dire quand même certains jeux d'enquête sont des jeux narratifs, puisqu'ils immergent les joueurs et il y a toujours une idée de travailler avec l'imagination des joueurs. Mais effectivement, ce qui regroupe tous ces systèmes de jeu, c'est au lieu d'avoir quelque chose de très ouvert qui repose quasi entièrement sur un maître du jeu, sur sa connaissance de l'univers, des règles, sur sa capacité à imaginer, à aller loin, et dans ces jeux narratifs, ce qu'on peut plutôt dire, c'est que tout doit être dans la boîte, tout doit permettre une aventure de plus en plus scripté pour qu'il y ait plus de contrôle et qu'on soit plus sûr de l'expérience qu'on va donner à tous les joueurs pour avoir quelque chose de plus simple et de plus accessible. Carte Aventura est un exemple quasi le plus... canonique où c'est quelques choix qu'ils vont faire, mais on travaille sur l'immersion sur ce joueur-là. Et là où la frontière est très complexe, c'est vraiment que des gens qui, même s'ils jouent juste à des livres dont vous êtes le héros, à d'autres types de jeux, ils se disent « Ah, j'ai joué à un jeu de rôle ». Et en fait, aujourd'hui, le jeu de rôle reprend quasiment n'importe quel type de jeu dès que le joueur se sent immergé dans un univers, qu'un éditeur souhaite créer quelques héros forts, il veut raconter une histoire, il met... des petits systèmes de progression qui sont en fait tout simplement des nouvelles règles qu'on rajoute les uns après les autres, mais au sein d'une histoire. Donc il y a plusieurs types de jeux narratifs, des jeux narratifs où on crée une histoire tous ensemble, des jeux narratifs où on suit une histoire et on va pouvoir influer sur cette histoire, et puis il y a des jeux qui sont finalement que des jeux de société, mais où on ramène une narration pour... impliqué pour donner une vie un peu plus forte, une immersion un peu plus forte aux joueurs. Mathilde, comme je sais qu'en plus tu as vu beaucoup de jeux, notamment la période où tu étais à Trick Track, tu as pu faire voir beaucoup de jeux différents. Je sais aussi que tu avais fait un dossier sur les jeux narratifs. Est-ce que tu sur lequel il va pas falloir trop m'interroger parce que ça fait 2 ans que je l'ai écrit. Non, alors que moi je l'ai vu il y a pas très longtemps. C'est moche. Du coup, je voulais te demander peut-être de nous donner quelques exemples de jeux justement avec Simon là. Donc sur ces différents types de jeux qu'on dirait un peu narratifs. Si on parle par exemple des jeux,
tu parlais des jeux un peu d'enquête qui sont un peu à la marge. Donc là, on parle de quel nom de jeu par exemple? Pour le coup, pour parler de jeux canoniques, je pense que Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est l'exemple qui vient en premier en tête. C'est un jeu qui, effectivement, pour les personnes qui ne sont pas forcément familières avec ce jeu, vous allez recevoir une boîte. C'est un jeu qui est la première édition est assez ancienne, je crois que c'est les années 80 en fait, qui a été repris ensuite chez les Space Cowboys, qui doit y avoir 6-7 boîtes, je dirais. Et donc dans une boîte, vous avez un certain matériel, des journaux, des petits éléments divers et variés qui vont vous permettre de vous mettre. Alors vous n'êtes pas dans la peau de Sherlock Holmes en fait, vous êtes dans la peau de petits enquêteurs et enquêtrices qui vont tenter de faire la nique à Sherlock Holmes et de résoudre les cas plus vite que lui. Ça n'arrive jamais. Sherlock Holmes c'est vraiment beaucoup trop fort. Mais voilà, en fait, ce qui est assez immersif dans ce jeu-là, c'est le côté matériel. Vous avez des reproductions de journaux, il y a une attention particulière qui est portée aux éléments qui sont mis à votre disposition. Donc ça, c'est à mi-chemin effectivement entre un jeu un peu de l'esprit où il va falloir faire des déductions logiques. C'est pas juste du narratif, mais c'est très immersif. Et justement, on s'était posé, puisque tu parles de ce dossier, à l'époque, la question de est-ce que l'immersion suffit à faire d'un jeu un jeu narratif, parce qu'en fait on pourrait se dire que si on pousse très loin, maintenant l'immense majorité des jeux qui sortent, en fait ils ont des thèmes. Quand vous j'ai joué à Earth cet après-midi, quand vous jouez à Earth, vous êtes une espèce d'esprit de la nature qui développe son île, puis qui développe son écosystème, puis qui fait grandir, et puis on peut se raconter toute une histoire comme ça. Et on était arrivé à ce moment-là, on s'était mis d'accord sur une définition qui me va encore aujourd'hui plutôt bien, qui est que l'objectif premier du jeu narratif, c'est de se raconter une histoire, c'est de vivre une histoire, c'est qu'on se met d'accord sur le fait que on va se raconter des trucs ensemble et ça va être bien. Alors que dans les autres types de jeux qui sont des jeux thématiques, etc., c'est un plus. Mais c'est pas ça qu'on vient chercher en premier lieu. Okay, donc ça, sur les jeux d'enquête, effectivement, voilà, Sherlock Holmes Détective Conseil, effectivement. Dans ce dossier-là, j'avais bien noté, on parlait aussi notamment des jeux de survie qui peuvent donner vraiment une impression d'immersion. Vous parliez de This War of Mine, ouais. Dead of Winter ou même Zombicide, en fait, qui mettent quand même le joueur dans une ambiance lui faisant vivre quand même ces aventures-là. Alors honnêtement, je me souviens plus de la classification qu'on avait faite. Ça m'étonne un peu qu'on ait mis This War of Mine dans la même catégorie que les deux autres, parce qu'en plus This War of Mine, il y a une forme de message. C'est possible qu'on l'ait fait, mais il y a une forme de message politique derrière en plus. Tandis que voilà, où Zombicide, c'est du pur divertissement. Zombicide, ça se rapproche. Alors pour le coup, le wargame, je m'y connais vraiment pas, donc je vais peut-être me faire taper sur les doigts par Guillaume. Mais il y a un petit côté jeu de figurines, gestion de l'espace, qui a un côté fuite effectivement, qui fait vivre le truc de les zombies attaquent, bloquent la porte, je prends voilà, il y a quelque chose de très plaisant là-dedans. Voilà, c'est ça. Il y a un truc de tic tac quoi. Là où This War of Mine, il y a un peu franchement, c'est un jeu où moi j'y ai pas joué souvent, mais les quelques fois où j'y ai joué, je me suis dit c'est même pas drôle, je suis même pas en train de passer un bon moment en fait. On ressort pas avec le smile d'avoir dit tiens, j'ai passé une super soirée. C'est ça. C'était sympa, c'était bien. C'est ça. Mais une super soirée, je sais pas. Et donc il y a presque un outil. Si vous connaissez pas This War of Mine, c'est un jeu qui vous met dans une situation de, en gros, vous êtes dans un pays qui est en pleine guerre civile et vous êtes un civil et vous devez survivre. Et vous avez trouvé une maison abandonnée et vous avez un enfant à charge, je crois d'ailleurs. Et vous devez trouver des vivres. Et donc le soir, vous avez le choix entre rester, essayer de construire un lit pour que votre gosse il dorme pas trop mal, ou bien aller piller d'autres maisons de gens qui sont peut-être encore là d'ailleurs pour leur piquer à manger. Et c'est glauque quoi. C'est vraiment très sombre. Et beaucoup trop actuel. Et oui, en plus. Donc, alors théoriquement, dans le contexte du jeu, c'est un pays fictif, mais enfin, on peut très facilement faire des transpositions. Effectivement. Voilà. Et là, pour le coup, oui, c'est un jeu qui rentre dans la catégorie de ce que tu disais, où tu as de la pression. Mais là, en plus, c'est de la pression, c'est pas juste le fun, quoi. C'est un jeu de survie. Ouais, c'est ça. C'est un jeu de survie. Voilà. Et là, la narration, elle est mise au service de quelque chose de plus grand et ça sort du domaine du jeu. Alors que Zombicide, t'as fini ta partie de Zombicide, tu rentres chez toi, j'ai tué des zombies, c'était trop marrant, mais à la fin, il m'a mangé la tête. Bon, voilà, ça s'arrête là, quoi.
Est-ce que les jeux à personnages ou à rôle caché, vous les mettriez dans 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 la catégorie jeu narratif? Vas-y. Il y en a un qui est compliqué dans celui-là. Hein. Bah c'est forcément les loups-garous de Tiercelieu qui ont un MJ et en même temps toute l'histoire tient sur lui et en même temps c'est un vrai jeu à rôle caché où on se raconte une histoire, mais en même temps si personne veut se raconter d'histoire, on peut très bien jouer au loup-garou sans se raconter d'histoire. Enfin, Juste sur le bluff en fait. et c'est celui-là qui est un peu plus complexe. Les autres jeux, peut-être un peu plus récents à rôle caché, racontent moins d'histoires et sont finalement plutôt sur du bluff, etc. J'ai l'impression que celui-là est très très fort. Bah moi j'en ai bien en tête forcément. Alors je vais rebondir sur le Vas-y. loup-garou de Tiercelieu pour dire que c'est clairement une scène de jeu de rôle. C'est clairement une scène de jeu de rôle. Vous avez un groupe d'amis avec une personne qui raconte une histoire et ils vont mettre en place une histoire. Certes, cette histoire consiste à tuer tout le monde. Certes, Bateau. certes. Mais il n'empêche que c'est une histoire. Il y a un système de jeu qui va permettre de résoudre des événements. Donc on est très clairement sur quelque chose qui pourrait être un jeu de rôle. Et c'est même mieux que ça, vous avez une feuille de personnage qui vous donne votre pouvoir. C'est bête, mais vous êtes sur l'un des jeux de rôle les plus simples qui existent. Si vous cherchez une définition du jeu de rôle, les loups-garous de Tiercelieu est ce qu'on peut faire de mieux. Et c'est sans doute l'entrée de gamme la plus simple du jeu de rôle. Pour rebondir sur Zombicide, Zombicide est un dungeon crawler, pure souche. Vous avez un groupe de héros qui va rentrer sur un plateau avec des pièces à explorer et des monstres à tuer. Certes, les monstres sont plus nombreux qu'eux et vont finir par les bouffer. Bon, ça arrive. Mais il n'empêche que c'est la définition même de HeroQuest et de tous les jeux de l'œil noir, de tous les jeux qu'on avait quand on était dans les années 80 jeunes, pour ceux qui étaient jeunes dans les années 80. Ce qui veut dire que Zombicide va raconter une forme d'histoire. Le problème de Zombicide, c'est que le système de jeu ne contrôle pas tout le temps l'histoire qu'il va raconter. Ce qui fait que le jeu peut souvent raconter une histoire très courte, qui au bout de 15 minutes va partir en cacahuète et va plus être très drôle pour tout le monde. Parce qu'il y en aura un qui sera mort plus tôt, parce qu'il y en a certains qui vont se retrouver isolés dans un coin et qui ne vont plus s'amuser. Ce qui fait que le rôle d'un maître de jeu là, de contrôler la partie et de faire en sorte que tout le monde s'amuse, eh ben, il ne sera pas là en fait. Et c'est justement ce dont on va parler après. Du coup, on va continuer dans notre exploration un petit peu de tout ce qui est jeu narratif et jeu de rôle, en parlant donc de l'expérience narrative dans le jeu. On commençait à parler de ça justement dans nos échanges. On va repartir pour l'instant sur tout ce qui est plutôt expérience narrative dans le jeu de société, jeu de plateau. Et notamment en tant que auteur ou éditeur, comment est-ce que tu réfléchis à un jeu justement pour qu'il y ait la meilleure expérience narrative possible? Et donc du coup, je pense qu'on peut notamment parler de Carte Aventura, puisque là, on a un très bel exemple de ce qui peut se faire dans le jeu narratif où on vit une histoire. Donc déjà, tout d'abord, c'est en tant qu'éditeur. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est de travailler avec des auteurs, des scénaristes et de réussir à piloter toute une équipe. Et puis c'est génial parce qu'avec Carte Aventura qui se base sur les faits historiques, on a aussi des conseillers historiques. Donc on est vraiment là dans une idée de piloter une équipe pour créer une histoire. Nous, on se rend compte aujourd'hui, donc on a réussi à en sortir 6 plus une version enfant, donc on commence à avoir un peu d'expérience et on commence à avoir mis un processus de test de plus en plus carré et puis d'avoir vraiment des expériences. On se rend compte que ce qui est le plus important, c'est de poser un univers, même s'il est compliqué, un univers riche, dense, crédible, et de choisir un héros dans lequel les joueurs peuvent
peuvent imaginer, peuvent se plonger dedans, peuvent imaginer. Et de manière assez surprenante, il y a des choses qu'on s'était interdit dans les tout premiers, notamment le tout premier qui s'appelle Lassa. On ne voulait pas que les joueurs jouent Alexandra Davinel parce qu'on s'était dit s'ils jouent Alexandra Davinel, ils vont trop se projeter dedans, ils vont pas s'autoriser de faire d'autres choses, etc. Et au fur et à mesure des tests, en testant pour les jeux de scénario, on s'est rendu compte que c'était pas vraiment un souci. En fait, ils peuvent se plonger dans un personnage historique, même s'il y a un petit livret historique qui leur dit qui c'est, ils vont pouvoir se plonger dedans et faire leur choix à eux. Même si c'est un personnage historique, ça devient une marionnette et c'est pas du tout important. Donc il y a des choses qui ont vraiment évolué. Ce qu'il faut par contre, c'est être très 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 précis. Et moi ici, il y a une chose que j'ai appris en tant qu'éditeur sur Carte Aventura, c'est la force des mots. Moi, je passe mon temps et l'auteur et les différents scénaristes, je pense des fois me haïssent un petit peu quand je leur fais changer un adjectif sur un personnage d'un truc parce que ça fait que tout le monde choisit la même chose. Et je vais donner un exemple que j'aime beaucoup sur le scénario sur les Vikings. À un moment, on avait un étrange poète qui était au bord de la route et qu'on pouvait aider. Tout le monde y allait sans se poser de questions. Un étrange poète au bord de la route, on va l'aider, le pauvre étrange poète. Dans l'histoire, je ne vous raconte pas ce qu'il en est, mais ce qui nous posait problème, c'était pas qu'ils y aillent ou qu'ils y aillent pas. Le problème, c'est qu'ils ne posaient pas la question. Quand tout le monde se regardait autour de la table, tout le monde se disait « bah oui, on va l'aider ». Et on a changé une chose. Au lieu que ce soit un étrange poète, on a dit que c'était un étrange commerçant. Et un étrange commerçant, d'un coup, qu'est-ce qui se passe autour de la table ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais pourquoi il est là ? Enfin, mais sa carriole, elle est cassée. Mais attends, c'est un commerçant, il a l'habitude d'être sur les routes. Et en fait, juste un mot, un étrange poète, tout le monde sait qu'un poète est étrange. Un étrange commerçant, d'un coup, je dis, ce commerçant-là, il a une tête un peu truc, et puis il est cassé son van. Et d'un coup, ça a créé une narration autour de ce personnage qu'on a un tout petit peu présenté avant. Et la force des mots, la force d'une illustration, c'est très très fort. Et ça va revenir un petit peu à ce qu'on évoquera tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est quand même très intéressant que j'ai appris, c'est que si les choix que finalement les gens font ou pas, ils vont aider l'étrange commerçant ou ils ne vont pas aider les étranges commerçants. Juste d'avoir changé ça, tout le monde s'est posé la question. Ils choisissent ce qu'ils veulent, mais avant, personne ne se posait la question et d'un côté, tout le monde se pose la question. Ce qui fait qu'il faut vraiment travailler que chaque choix qu'on donne aux joueurs lui permette de se poser des questions. Et en fait, dès que le joueur se pose une question sur son aventure, sur son histoire, et ben c'est là où il rentre dans ce personnage. L'autre aventure, c'était par exemple sur le Bass Reeves, qui est un des premiers marshals noirs américains. Il est noir, il fuit, il arrive dans une ville, il peut aller voir le shérif, il peut aller voir le prêtre, il peut aller dans le saloon ou aller voir un bonimenteur. Et ben, ce qui est important, c'est la discussion que ça va recréer, ou la discussion interne, parce que c'est des jeux qui, surtout Carte Aventura, peut jouer tout seul, mais c'est ce questionnant qui va se poser en se disant « Ok, qu'est-ce que je dois faire ?» Et en fait, en se posant des choix assez forts, assez intenses, de se faire poser la question, finalement, nous, presque ce qu'on aimerait, presque le but absolu de Carte Aventura, ce serait que tout le monde se pose les bonnes questions, mais tout le monde fasse les mêmes choix. Parce que c'est ça qui nous permettrait de guider et de donner les bonnes informations au bon moment. Parce que si vous ne connaissez pas Carte Aventura, dans Carte Aventura, il y a 5 fins différentes. Nous, notre objectif, ce serait que tous les joueurs en fassent au moins 3, parce qu'au bout de 3, souvent, c'est la fin historique, c'est la vraie fin du personnage. Et quand on a fait les 3 fins, on a normalement relu pas mal de fois les cartes, donc les thématiques qu'on a évoquées, elles sont un peu plus imprégnées, et surtout, ils ont compris. Au début, on ne se pose pas de questions, on y va, et d'un coup, on s'est dit « Ah ouais, lui, c'est pour ça que, etc. » Donc, c'est d'avoir ces 3 fins-là. Et souvent, voilà, ça fait partie de ce qu'on évoquera tout à l'heure sur les différents types de joueurs, mais c'est les questions que ça nous pose. Et je pense que dans tous les jeux immersifs, si on peut parler des jeux immersifs plutôt que de jeux narratifs, de ceux qui racontent juste une histoire mais qui ne demandent rien d'invention aux personnages, dans ces jeux immersifs, c'est les questions, des buts, des objectifs très très clairs sur lesquels il peut se projeter, sur lesquels il met des enjeux et des vrais choix. Et des choix, quand on dit est-ce que tu veux aller à gauche par la porte ou à droite par l'escalier, en fait, c'est absolument inintéressant parce qu'en fait, ils vont se regarder, ils vont dire ouais, pourquoi, etc. Et en fait, plus on guidait,
plus on donnait des détails aux gens, si tu vas là-bas, ça veut dire que machin truc, mais si tu vas là-haut, ça veut dire qu'il va se passer ça. Et là, ils vont discuter. Et en fait, on créait plus de discussions en disant plus que ce qui, pour nous, au tout début, était on s'était dit, il ne faut pas trop donner de détails, parce que quand on donne trop de détails, les gens ne vont pas se projeter, ne vont pas imaginer ce qu'il y a derrière. Mais en fait, les gens se projettent tellement et de plus en plus ils en savent. Donc ce qu'on a appris, c'est vraiment comment créer une expérience. C'est un personnage très très fort, beaucoup de détails finalement, beaucoup de choses qui nous permettent de se projeter, de faire nos choix et un objectif qu'on a envie d'atteindre, qui nous pousse, qui nous fait, qui va de mèche avec une menace qui nous pousse à aller vers l'avant, mais beaucoup de détails finalement. En plus, dans Carte Aventura, il y a une vraie frustration en fait d'avoir fait un choix plutôt qu'un autre. Alors après, frustration qui peut être totalement gérée parce qu'on peut effectivement rejouer, faire ces 5 fins-là. Mais c'est vrai comme on s'est posé la question, on a intégré ces 2 choix-là et on fait un choix en se disant est-ce que j'aurais pas dû faire l'autre, mais il faut en faire un. Donc pour avancer, on est obligé et on peut pas faire demi-tour. En principe, quand on avait, en tout cas sur la partie que j'ai fait moi, quand on a fait un choix, on part sur quelque chose et du coup, c'est ça qui est hyper intéressant, que j'ai trouvé très très intéressant dans Carte Aventura, et cette possibilité aussi de refaire le jeu en voyant d'autres parties du jeu qu'on n'a pas vues forcément. Je pense que c'est quelque chose vraiment que quand on a commencé à travailler sur le jeu, on n'avait pas saisi que c'était aussi fort. Que de faire rejouer les gens, ça permettait d'être plus riche, plus dense, parce que comme ils vont relire des cartes, ils vont apprendre de plus en plus, ils vont mieux comprendre les choses, donc on peut se permettre de faire des choses compliquées, c'est pas très grave s'ils comprennent pas tout à la première partie. Et en plus, il y a un vrai plaisir des gens de faire une voix. La première partie, je choisis un type de voix, et la fois d'après, je vais choisir une autre voix. Et en fait, c'est un vrai plaisir que même moi qui suis un grand joueur de jeux narratifs, etc., je ne rejoue jamais à des jeux parce qu'en fait, finalement, on n'y voit pas d'intérêt. Et comme dans Carte Aventura, on pousse les joueurs à rejouer grâce à un petit système de gameplay qui change un petit peu les choses, mais surtout parce que même quand on arrive à une fin, c'est pas la meilleure fin, et ben en fait, on arrive à les faire rejouer. Et je pense que s'il y a une chose, et c'est quelque chose qu'on n'avait vraiment pas identifié au début, c'est ce plaisir de rejouer qu'on remet en scène. Et juste pour parler un peu de Carte Aventura, tu parlais tout à l'heure de conseillers historiques. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est l'importance de ces conseillers historiques et l'importance des thèmes dans Carte Aventura, parce que c'est quand même Alors, important dans le jeu. L'importance des thèmes dans Carte Aventura, c'est de trouver des thèmes qui nous fascinent, qui nous donnent envie, mais qui sont suffisamment flous pour que, comme je le disais tout à l'heure, on puisse se projeter dans un personnage et qu'en fait, quand on commence l'aventure, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Donc des fois, on ne le connaît pas du tout, et à la limite, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on a une page blanche devant nous et c'est comme si c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et quand on le connaît, c'est quand même de manière un peu floue, on ne sait pas trop où on va, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais par contre, les thèmes doivent tout de suite être dans l'imaginaire. Parce que je vais pouvoir vous dire, on va chez les Vikings, on va au Far West, on va dans le monde arabe des Mille et une nuits, et ben on a déjà tout un imaginaire qui est déjà fait, qui est déjà un peu dans nos têtes, qui nous aide à comprendre tous les textes qui sont finalement assez compliqués pour justement qu'on se plonge très vite. Et puis on a un illustrateur qui fait de la magie avec ses pinceaux qui nous permet là aussi de nous plonger à fond, vraiment à fond dedans. Pour te répondre à ta question sur les conseillers historiques, ils sont beaucoup là pour mettre la pression aux scénaristes. Parce que ils savent qu'ils vont être lus par des historiens, par des fondations, etc. Et ils font un paquet de recherches. Et Parce qu'effectivement, sur Carte Aventura, donc à chaque boîte, il y a une thématique forte et vous vous appuyez toujours sur une fondation, sur une association. Il y a eu l'Institut du monde arabe, il y a eu la Fondation Alexandra Devinel, il y a eu l'Institut du monde arabe, on a travaillé avec le parc Ornavik, qui est un parc viking en Normandie. Après, on a travaillé avec des historiens qui sont très réputés pour l'histoire des États-Unis. Et pour nous, c'est une vraie caution qui nous permet
trois choses. Un qui nous permet d'aller sur des thématiques compliquées, qui nous permettent d'évoquer des thèmes, parce que regardez, c'est pas ma vision d'Européen blanc qui raconte cette histoire-là. Je peux imaginer le stress qu'a eu Arnaud Ladanius, qui est un des premiers scénaristes, qui a écrit le scénario Oklahoma, donc ce marshal noir américain, qui a su qui allait être lu par le spécialiste du Far West, des peuples amérindiens du Far West, et qui est noir. Et il s'est dit, ok, moi je suis un blanc, je suis français, j'ai écrit une histoire sur un cow-boy noir, et en plus il a laissé les Indiens, il va relire qu'est-ce que j'ai écrit comme conneries, quoi. Donc en fait, finalement, il n'avait pas écrit beaucoup de conneries, mais parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, il a eu cette pression énorme de se documenter tellement, et c'est tellement une fierté. Moi, quand j'ai les retours des scénaristes, la première chose que nous disent tous les conseillers historiques, c'est vraiment waouh, c'est fou. Et c'est vraiment les scénaristes et Thomas, l'auteur, qui font un travail incroyable pour faire les choses. Après, évidemment, ils voient des petites erreurs qui sont toujours un peu minimes. Des fois, pour ce scénario sur le marshal noir américain, là, Oklahoma, ce qui est très drôle, c'est que c'est toujours sur des détails. On se faisait chasser du saloon à coups de batte de baseball. Il ne fallait pas choisir le saloon, du coup, dans les 4 options. Non, il fallait pas. Mais c'est pas très grave. Et les battes de baseball, ils n'existent pas. Et c'était presque la plus grosse erreur du scénario, c'était ça. Parce qu'en fait, d'un coup, ce truc-là, la batte de baseball, il l'a écrit un peu dans le fleu de l'action et il ne s'est pas dit que c'était un enjeu. Donc, on change batte de baseball par fusil et puis ça passe, quoi. Des fois, c'est une date, des fois, c'est des petites choses comme ça et à chaque fois, c'est on arbitre. Est-ce qu'on se permet cette licence pour dire c'est pas très grave à 2 ans près? Je pense qu'on peut dire que cet endroit-là est vrai. Mais il y a vraiment une recherche comme ça. Et même dans les illustrations, si vous aviez le temps que notre directeur artistique passe à éplucher des mémoires sur les vases méditerranéens du XIVe siècle. Parce que quand on a une illustration sur le pot de céréales qu'on va traverser, il faut faire le bon. Attends, est-ce que tu peux me préciser, il vient d'où ce vase de riz-là? Il vient de tel peuple ou de tel peuple? Parce que soit je fais cette céramique-là, soit je fais celle-là. Et moi, ça me fait toujours un peu rire, parce que je dis, c'est un peu quand même, là tu vas un petit peu trop loin. Mais je suis en même temps hyper fier qu'ils y arrivent, et je suis sûr qu'en fait, tout le monde y trouve un vrai plaisir, une vraie cohérence de voir que ce peuple-là, il a ces vrais objets-là, et ça participe à cette immersion complète et globale pour aller dans cet univers-là, qu'on n'a pas besoin d'inventer, mais où on va se plonger et quand on va nous demander un choix, ce choix, on va pouvoir le comprendre parce qu'on a bien tout expliqué et qu'on sait tout faire. Mais en fait, on comprend qu'on fait partie d'un vrai monde complet. Et le jeu de rôle, du coup, est-ce qu'il y a des recherches dans le jeu de rôle quand on travaille, on prépare une campagne, un scénario? Moi, je me suis fait engueuler il n'y a pas hyper longtemps parce que j'ai mis un frigo dans les années 20 et c'est pas du tout passé. En tant que joueuse? Non, j'étais MJ. Donc c'est tes joueurs en fait qui t'ont repris? Voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est un de mes joueurs qui m'a repris. Énormément de recherches. Vous imaginez même pas le temps qu'on passe à lire des choses qui n'ont rien à voir avec du jeu de rôle. Enfin. Mais pour faire le lien avec ce que tu étais en train de dire, en fait, l'importance de la véracité de ce qu'on écrit va entraîner le fait que les gens à qui vous parlez vont vous croire. Plus les gens vous croient, plus ils seront avec vous, plus vous les emmènerez loin, plus vous leur ferez vivre l'histoire. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important, en fait. Si vous avez déjà été joueur de jeu de rôle, écoutez bien, je vais vous expliquer comment on écrit un scénario de jeu de rôle. Il y a 2 manières d'écrire un scénario de jeu de rôle. Soit on part d'une histoire. Donc vous prenez une histoire qui existe déjà, vous pouvez prendre Roméo et Juliette, vous pouvez prendre un truc que vous créez vous-même, peu importe. Vous créez votre histoire. Vous écrivez un petit synopsis, un petit résumé, un petit texte, comme ça. Et vous l'écrivez sans penser qu'il y a un groupe de joueurs dedans. Vous écrivez juste un texte d'un événement qui se produit. Le scénario que je fais jouer actuellement, c'est
un groupe de joueurs qui découvre que il y a un hôtel dans un coin de forêt qui a été maltraité par un groupe de miliciens et ça a mis le dieu en colère. Voilà mon idée de base. Il n'y a pas de groupe de joueurs, il n'y a rien. J'ai juste cet élément-là comme point de départ. Maintenant, vous réfléchissez et vous vous dites, qu'est-ce que feraient mes joueurs s'ils intervenaient ? Et à partir de là, vous allez créer un scénario de jeu de rôle. Parce que le plus important dans un scénario de jeu de rôle, c'est vos joueurs. Et on touche à la deuxième manière de créer un scénario de jeu de rôle. C'est de partir du groupe de joueurs. Chaque joueur, dans une histoire de jeu de rôle, a un personnage. Et vous pouvez construire une histoire à partir des personnages du groupe. Ce personnage-là, il a une histoire parce qu'il a tel problème de famille. De ce problème de famille, il va hériter d'un manoir à tel endroit. Dans ce manoir, il va y avoir un vieux serviteur qui connaît une vieille légende qui va vous amener à un autre endroit. Et ainsi de suite, vous allez créer un canevas qui va lier les personnages ensemble et qui va les amener à vivre une aventure. Ce sont les deux manières d'aborder le jeu de rôle. Il n'y en a pas 150. Il n'y a pas 150 manières de raconter des histoires. Et pour rebondir sur ce que tu dis sur la deuxième partie, je pense que ça fonctionne pour la façon de voir le scénario, mais aussi de ce que tu proposes en termes de l'attitude à tes joueurs et joueuses, de ce qu'ils attendent en fait de toi en tant que maîtresse du jeu. Par exemple, moi, j'avoue que j'ai moins d'investissement dans ma préparation, j'accorde moins d'importance à ce type de détails-là, parce que je sais qu'avec mon groupe de joueurs, c'est pas ça qu'ils attendent. Ils veulent pas un truc, et c'est une convention en fait qu'on a entre nous. Et la question qui est écrite sur l'écran, c'est comment créer l'expérience narrative dans un jeu. Pour moi, pour créer cette expérience narrative, la première chose que je dois faire, c'est je dois lire ce qu'ils attendent de moi. Est-ce qu'ils veulent être guidés ? Est-ce qu'ils veulent être laissés libres ? Et je dois m'ajuster à ça, et je dois les nourrir juste ce qu'il faut. Et si je sais qu'ils me tiendront pas rigueur de pas avoir super documenté mon background historique, voilà, mon frigo par exemple, alors en l'occurrence je les ai mal lus vu que visiblement ça l'a chiffonné, mais je ferai passer ça en premier lieu, et c'est avant tout le moment que tu crées. Et en vrai, je pense que c'est pas nécessairement même dépendant du type. Alors évidemment, tu vas choisir ton jeu de rôle aussi en fonction de ce que tu lis dans les attentes de ton groupe de joueurs, puis dans leurs préférences en termes de thématiques, etc. Mais même à l'intérieur d'un jeu donné, moi, le jeu que j'ai le plus masterisé, c'est l'Appel de Cthulhu. Même à l'intérieur d'un jeu donné, tu vas pouvoir moduler ça, en fait, en fonction de tes groupes, en dehors du système de règles. C'est même pas inclus dans le système de règles. C'est un peu ce que disait Guillaume tout à l'heure sur le fait que, à terme, c'est le maître du jeu qui est le décideur ultime. C'est-à-dire que moi, s'il y a une règle que j'ai envie de zapper parce que j'estime que c'est pas le moment de l'utiliser, bah je la zappe, quoi. Mais, et c'est là où il y a une limite, c'est qu'il faut que tout le monde s'amuse. Ah oui, non mais c'est pour ça, c'est là, tu lis ton groupe. On est d'accord. Ton groupe, l'intégralité des membres de ton groupe. T'en laisses pas de côté. Et je pense que c'est là où c'est peut-être la vraie différence entre le jeu de rôle et le jeu narratif, c'est que l'expérience d'un jeu narratif, elle est fournie dans le jeu, elle ne bougera pas. Cartaventura, c'est un jeu de poche avec 5 fins où tu auras juste à faire des choix moraux. Et l'interaction entre les joueurs, ça va juste être une discussion. Si les gens n'aiment pas discuter, ils n'aimeront pas Cartaventura ou ils aimeront y jouer tout seuls. Et c'est très bien et il n'y a pas de problème. Alors que le jeu de rôle est beaucoup plus malléable, beaucoup plus personnalisé, en fait. Personnalisé, parce qu'il y a un MJ qui va pouvoir lire chez tout le monde et va pouvoir profiter de lui qui est un peu introverti, va profiter de lui qui est comme ça, etc., etc. Et l'expérience narrative d'un jeu narratif est complètement figée et du coup le joueur l'achète parce qu'il veut cette expérience-là ou pas, alors que dans un jeu de rôle, le maître du jeu va adapter cette expérience narrative au groupe avec qui il joue. Tu parlais de personnes introverties. Justement, moi, je voulais un peu te poser la question, et puis aussi à Mathilde, puisque tu maîtrises aussi. Comment, justement, est-ce que tu fais pour faire jouer des personnes introverties ? Parce qu'on peut se retrouver, effectivement, à une table de jeu de rôle, tout en n'étant pas forcément à l'aise. Alors, je sais que j'imagine que c'est aussi le
le boulot du maître de jeu, justement, de mettre à l'aise tout le monde. Vous le disiez, il faut aussi s'adapter à ses joueurs. Mais est-ce qu'il y a des petites choses, justement, pour aider ? Pour moi, le critère numéro 1, c'est déjà de comprendre pourquoi la personne, elle est là. C'est-à-dire que si elle est introvertie, bah ok, pas de souci, tu peux être super curieux du jeu de rôle, tu peux. Si c'est quelqu'un d'autre qui l'a traîné là, en lui disant tu vas voir, ça va être super, tu vas trop t'amuser, j'adore le jeu de rôle, tu vas découvrir un truc de ouf, et puis que finalement c'est la personne A qui passe son temps à parler et la personne B qui est spectatrice, ça va être pénible pour tout le monde. Pour moi en premier lieu. Donc si t'es confronté à ce genre de situation, c'est assez difficile en fait à désamorcer. Moi j'avoue, j'ai pas de technique dans ce cas-là. Ça dépend. Et on sent les 20 ans c'est ton moment. Non mais on sent les 20 ans de maîtrise de jeu de rôle en fait. Le problème de tout ça, c'est qu'en fait, il y a des types de joueurs différents. On n'est pas tous pareils et on n'a pas tous les mêmes raisons pour lesquelles jouer. Alors, pour ceux qui croient qu'ils sont uniques, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est pas le cas. Il y a des gens, des sociologues très intelligents qui ont fait des études et qui ont démontré qu'en fait, on avait tous les mêmes comportements quand on jouait. Il y a 5 comportements de base et qu'on retrouve partout, dans tous les jeux. Ces études ont été faites autour du MMORPG au départ, autour de World of Warcraft, et ont été faites sur beaucoup de gens grâce à ça. Le premier type de joueur qu'on connaît, c'est le destructeur. Lui, son objectif, c'est d'humilier son adversaire. Il n'en a rien à faire de savoir si le jeu est gagné ou perdu. Il n'en a rien à faire de respecter les règles ou pas. Son seul objectif, c'est d'humilier son adversaire. Le deuxième type de joueur, c'est le compétiteur. Lui, son but, c'est de gagner. Il s'en fiche des règles, il s'en fiche de tout le reste. Il veut gagner. Le troisième type de joueur, c'est le narrativiste. Lui, il veut raconter une histoire. Son seul objectif, c'est que le jeu raconte quelque chose. Le quatrième type de joueur, c'est l'explorateur. Lui, il va vouloir faire des choses dans le jeu, pas forcément jouer avec le jeu, pas forcément suivre les règles, mais il va jouer avec le matériel. Alors, des fois, il joue avec ses pions. Des fois, il jouera avec ses pions. Des fois, il voudra essayer une certaine règle parce qu'elle fait un truc rigolo. Elle va faire une combo rigolote. Il va tester un peu les limites en fait qui lui sont permises par le jeu, quoi. Et il gagnera pas, mais il l'aura fait. Et le dernier type de joueur, c'est le socialisateur. C'est le gars qui voudra être juste là avec les autres. Il s'en fout que sur la table, il y a un loup-garou de tierce-lieu, qui est un Monopoly ou n'importe quel autre jeu. Il s'en fiche que le jeu soit bien ou pas bien. Ce qui compte, c'est que les autres soient là, que lui soit là, et qu'il y ait une pizza à la table, et qu'on discute, et que ce soit sympa. Le moment partagé, en fait. C'est uniquement ça. C'est uniquement les gens autour de la table. Le jeu de rôle ajoute 2 types de joueurs à ça. Il ajoute l'acteur et le spectateur. En fait, l'acteur, c'est la personne qui va agir, qui va parler tout le temps, qui va toujours se mettre en avant, qui va toujours chercher à faire des choses. Le deuxième type de joueur, le spectateur, lui, il sera juste content d'être là. Il sera juste content d'être avec ses copains, de jeter les dés de temps en temps, de gagner peut-être à la fin. Mais il sera là, et il sera content, et il sera juste content d'être là et de voir. Alors, on n'est pas un seul type de comportement. On va être plusieurs types de comportements. Généralement, on est 2 ou 3 types de comportements. Et ce n'est pas une fatalité. C'est pas parce que vous êtes un destructeur ou un compétiteur aujourd'hui, sans porter de jugement, vous en sortir. que ça n'évolue pas. C'est pas parce que vous êtes spectateur aujourd'hui que vous serez pas acteur demain. C'est aussi quelque chose qui peut changer. Parce que vous pouvez rentrer en confiance ou rencontrer des gens qui vont vous mettre en confiance. C'est aussi ça la différence. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise manière de jouer. On y a tous pensé. Alors peut-être le destructeur est un petit peu à part dans cette histoire-là. Néanmoins, ça fait partie des choses qu'il faut savoir. C'est-à-dire que nous, en tant que MJ, en général, on connaît même intuitivement ce type de comportement. Et on connaît quel type de comportement vont avoir nos joueurs. C'est-à-dire qu'on sait que lui, il va plutôt aimer parler. Lui, il va plutôt être introverti. Lui, il va plutôt aimer la bagarre. Lui, il va plutôt aimer les enquêtes. Donc, quand on va faire notre scénario, on va faire en sorte de contenter tout le monde.
Lui, c'est un beau parleur, il aime bien parler. On va mettre une belle servante à la taverne pour qu'il puisse parler et draguer tranquillement. Lui, il aime bien se battre. Il y aura un orc assis dans un coin. Exactement de la même manière. Il y aura un beau jeune homme aussi. J'insiste. T'étais cerné. Hein. T'as senti qu'il y avait un truc là autour de toi? J'ai eu un problème. Ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que si en jeu de rôle vous jouez avec ça, et justement le but c'est de jouer, justement peut-être des fois d'aller dans leur sens, des fois de les titiller un petit peu. J'ai l'impression que les jeux narratifs, si on prend ça, est là pour objectif de casser tout ça et de dire voilà, maintenant, s'il y a un truc qu'on entend quand on parle beaucoup de jeux coopératifs ou de trucs comme ça, c'est ouais, mais dans ton jeu il y a un leader, il y a un joueur alpha, enfin c'est lui qui décide de tout, c'est l'horreur ton jeu. Enfin tout ce qu'on veut c'est casser toutes ces choses là pour que le jeu, tout le monde, par la mécanique de jeu, ce ne soit pas possible. C'est pour ça qu'il y a autant de jeux coopératifs avec des cartes cachées, avec des choses comme ça, pour que même un destructeur, finalement, il ne puisse pas pourrir l'expérience de celui qui est narrativiste à côté. Et en fait, si on choisit de jouer à ce jeu-là, eh ben, ils doivent tous se mettre, et c'est peut-être une expérience un peu peut-être plus faible pour tout le monde, mais moyenne pour tous. Est-ce qu'un destructeur va jouer à un jeu narrativiste ? Parce que tu as parlé d'humilier. Si on dit qu'il veut juste affronter tous les adversaires et qu'il aime la bagarre, c'est possible. Et il y a quelque chose qui me vient en réponse à tes questions initiales sur comment faire jouer les personnes introverties. Donc, effectivement, comme dit Guillaume, en admettant qu'elles soient volontaires, qu'elles aient envie d'être là, c'est au cas par cas en fonction de la personne. Si elles n'ont pas envie d'être là, c'est difficile de désamorcer. Mais plus dans le côté du jeu mi-chemin, jeu narratif, jeu de rôle, un jeu qui a eu une réponse absolument brillante à ça et qui réussit à faire jouer tout le monde ensemble, c'est Alice is Missing. Parce qu'il passe par l'écrit. Et les gens écrivent des textos. Et moi, ce jeu, je fais de l'impro, j'en fais depuis très longtemps, je suis hyper à l'aise pour raconter n'importe quoi très vite. Vous l'avez peut-être remarqué. En tout cas, c'est un jeu, je sais que sur les jeux narratifs, c'est difficile pour moi de jouer avec des gens qui sont moins à l'aise, dans le sens où j'ai envie de leur laisser de la place. Et en même temps, c'est frustrant, soit pour eux, soit pour moi. Et dans Alice is Missing, c'est pas le cas parce que si vous connaissez pas, c'est un jeu de rôle / narratif où vous co-construisez l'histoire à l'écrit. Donc vous passez par une conversation texto, peu importe WhatsApp, Messenger, ce que vous voulez. En tout cas, tout passe par l'écrit. Vous n'avez pas le droit de parler. Pour autant, vous êtes autour de la même table. Et j'ai déjà la chair de poule en y repensant à ma partie. Elle était vraiment incroyable. Et ça nivelle ce truc parce que il y a quelque chose dans l'introversion qui relève aussi de l'expression verbale qui peut, c'est pas toujours le cas, mais qui peut être déverrouillée par le passage à l'écrit. Et ça, je trouve que c'est une réponse qui était super maligne, vraiment. Alice is Missing est un jeu vraiment, vraiment troublant par moments. Ouais, très particulier. Il peut vraiment, vraiment retourner quelque chose qui n'est pas forcément facile. Ça touche d'ailleurs au fait que le jeu narratif, c'est assez impliquant finalement. C'est pour ça aussi que, au-delà de l'introversion, peut aussi y avoir une forme de timidité. Alors effectivement, ça peut être une question de créativité, mais ça peut aussi être une question de, si je dis cette idée-là à voix haute, ça veut dire que je l'ai eu dans ma tête. Donc je dis aux autres que j'ai eu cette idée-là dans ma tête dans l'histoire qu'on est en train de se raconter ensemble. Est-ce que, ils vont trouver que mon idée est assez bien? Est-ce que, particulièrement dans le cas d'Alice is Missing, qui est un jeu qui a une thématique qui est Alice is Missing, Alice a disparu. La thématique est assez sombre. Est-ce que c'est OK que je mette cette idée-là sur la table et que je l'assume ensuite? Effectivement, c'est un jeu qui est très troublant. Difficile. Mais je vous le recommande franchement si ce genre de thématique et ce type de gameplay vous intéresse. Je vous le recommande aussi. Moi, je cherche des joueurs avec qui jouer parce que je ne l'ai pas fait. Voilà, j'en vois quelques-uns. On se donne rendez-vous plus tard. OK. OK, donc effectivement, là, je pense qu'on a déjà bien abordé cette thématique de comment créer l'expérience narrative. Maintenant, je voudrais aussi qu'on puisse discuter un peu de comment est-ce que on perçoit ça aujourd'hui, l'origine du retour en force du jeu de rôle et le succès des jeux narratifs, ou l'inverse, parce que ça peut être aussi l'inverse. Dans ma petite question très particulière que j'aimerais qu'on aborde, ce serait d'où vient le goût pour l'imaginaire et pour cette notion de narration qu'on retrouve dans le jeu de rôle et dans le jeu narratif, même si c'est pas exactement les mêmes expériences comme on a pu le voir.
Pour le jeu de rôle, la réponse elle est assez étonnante sur le succès du jeu de rôle actuellement, parce qu'en effet, il y a un retour du jeu de rôle actuellement. De là à dire que c'est un retour en force, c'est un petit peu trop tôt pour le dire. Pourquoi est-ce qu'on reparle de jeux de rôle en ce moment ? C'est tout simplement parce que il y a des actual plays, des Twitch, du YouTube qui repassent actuellement et qui a remis le vent en poupe à toute une partie du jeu de rôle, en particulier à Donjons et Dragons. Est-ce que tu peux expliciter ce qu'est un actual play ? Un actual play, c'est une vidéo généralement faite en live, en direct, qui recouvre... Alors, c'est pas un secret, mais qui recouvre des acteurs qui vont jouer une partie de jeu de rôle, réellement. Il va y avoir un maître de jeu, il va y avoir des joueurs, et ces gens vont jouer une partie de jeu de rôle, devant vous. Le système le plus connu, c'est Donjons et Dragons, et vous avez vous avez eu un succès complètement retentissant sur les premiers qui sont sortis, en particulier le modèle américain. Vous avez deux des plus grosses machines, Critical Role et Dimension 20, qui sont des émissions qui peuvent regrouper jusqu'à 150 000 personnes lors de leur live. C'est-à-dire qu'il y a 150 000 personnes qui se rassemblent en même temps pour regarder des gens jouer au jeu de rôle. Et je ne parle même pas des gens qui se réunissent ensuite pour voir la rediffusion. On est sur des épisodes qui sont vus par 2 millions de personnes. On m'aurait dit ça il y a 10 ans. Mais alors, est-ce que tous les gens qui regardent ces parties, après, sont des joueurs ? D'après les retours qu'on a depuis 8 ans de l'existence de bientôt 9 de Critical Role, oui, il y a des vocations qui sont nées, et en particulier des vocations de maître de jeu. Donc on sait qu'en effet, de ces podcasts, de tous ces éléments-là, de tous ces actual plays, il y a des gens qui se mettent à jouer à partir de ça. Il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que l'apparition de ces actual plays, de toutes ces émissions de télé, en fait, a entraîné la création de livrets d'initiation. En particulier, vous avez chez Edge et FFG, vous avez toute une série sur Star Wars, les confins de l'Empire. Bien entendu, Donjons et Dragons a sorti son kit d'initiation. Vous avez celui des Chroniques oubliées, qui est génial. Vous avez l'Adventure Party de Maillard et Shakiri. Vous en avez plusieurs d'éléments comme ça. Mais vous avez aussi des livres d'initiation. Vous avez le Château Aventure, écrit par un inconnu, Antoine Boza. On n'a jamais entendu parler de lui. Seven Wonders ? Non ? Non. Vous avez plusieurs types de livres autour du jeu de rôle et de livrets d'initiation autour du jeu de rôle qui sont sortis et qui peuvent vous permettre de rentrer beaucoup plus facilement dans le jeu de rôle maintenant que c'était le cas, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, ne serait-ce qu'en 2015. Donc, il y a beaucoup plus d'outils, donc forcément, il y a un meilleur engouement. Maintenant, est-ce que c'est le jeu de rôle qui a attiré les gens à lui ? Ou est-ce que ce sont ces émissions de télé qui a fait venir les gens ? Comme je vous le dis, je pense que c'est un peu tôt pour le dire. Il y a un autre élément à prendre en compte là-dedans, c'est que faire du jeu de rôle, c'est pas cher. Vous achetez un livre et vous avez... vous achetez des dés aussi. Et les crayons. Les crayons. Le budget crayon, le budget gomme. Le budget pizza. Oui, tu comptes pas le budget pizza ? Toujours. Un budget imagination. Normalement, c'est pas très cher. Ça coûte rien. Sur la question de plus générale du goût pour l'imaginaire, c'est une question qui se pose pas du tout que dans le cadre du jeu de rôle. En fait, c'est des choses qu'on retrouve. Pourquoi est-ce qu'on aime bien se raconter des histoires ? Pourquoi est-ce qu'on aime bien lire des livres ? Pourquoi est-ce qu'on aime bien regarder des films ? Pourquoi est-ce qu'on aime bien aller voir du théâtre ou du théâtre d'improvisation, par exemple ? C'est assez intrinsèque, j'ai l'impression, aux humains de se raconter des trucs. Globalement, ça se résume à un groupe de personnes qui se mettent ensemble et qui se disent: viens, on dit qu'on serait des pirates. Globalement, c'est ça. C'est Exactement. Un truc que tu fais en fait même très très instinctivement, tellement c'est constitutif de qui on est en tant qu'être humain. Et ensuite, t'as des gens qui accrochent plus ou moins, mais c'est un peu
c'est un peu la même chose que tu fais en fait avec un jeu de plateau, sauf que là tu le fais avec la narration. C'est que tu te mets dans un cadre social où tu te dis, bah là, pour cette période de temps définie, on dit qu'on y croit. On dit qu'on raconte une histoire et on dit qu'on y croit. On est grand, on sait que c'est pas vrai. Même les enfants, quand ils jouent, ils savent bien que c'est pas vrai. Je veux dire, on sait que c'est pas vrai, mais ça nous fait plaisir. On en parlera plus tard. Ça nous fait plaisir de se raconter des choses comme ça, parce que ça nous fait voyager, parce que ça nous divertit, parce que ça nous fait voir, et puis parce qu'on aime bien se raconter des trucs. Moi, il y a un truc que j'adore quand je fais du théâtre d'impro, quand je suis avec mes coéquipiers et coéquipières sur scène, c'est que j'adore voir à quel point ils ont inventé des trucs malins. Quand je les vois donner des twists à l'impro que j'ai pas vu venir, je suis tellement fière de faire partie de la même troupe que vous. Vous êtes incroyables. Et ben c'est la même chose. D'ailleurs, quand je vois mes joueurs de jeux de rôle faire des trucs, parce que tout le monde, enfin, je sais pas si vous avez déjà, j'ai cru comprendre qu'on avait quelques maîtres et maîtresses de jeu dans la salle. T'as préparé un scénario. Nickel ton scénario, et il trouve le trou à chaque fois. Tu fais mais non, mais pas du tout, faut pas aller dans ce sens-là. Et c'est voir en fait ça qui fait que je pense que c'est ça qu'on aime bien et qu'on cherche. Comme ton explorateur là de règles, il cherche à toucher les bords du jeu, et ben nous on cherche à toucher les bords de l'histoire. Et les bords des personnages aussi, on cherche à pousser les gens dans des directions où ils n'ont pas l'habitude, à se mettre en danger. Ce qui est aussi, du coup, la raison pour laquelle ça peut être un peu risqué, une prise de risque, de se lancer dans ce genre de truc. Mais du coup, c'est super satisfaisant. Tout en étant dans un cadre amical, sans danger réel. Oui, parce que souvent, effectivement, on fait quand même du jeu de rôle avec des amis, des gens qu'on connaît. Bon, voilà, c'est quand même, comme tu dis, un cadre rassurant et agréable. Faut toujours que ça reste une expérience agréable quand même. Du coup, Simon, je voulais aussi te demander, donc, toi, par rapport à cette notion de narration, et pourquoi est-ce que, à ton avis, les jeux narratifs fonctionnent aussi bien en ce moment ? Alors, si les jeux narratifs, à mon avis, s'ils fonctionnent bien et si tout le monde aime y jouer, c'est parce qu'on aime se raconter des histoires, qu'on aime être ensemble, etc. Et je pense que si c'est un succès aujourd'hui, et on parle de succès commercial, etc., c'est parce qu'il y en a un qui a ouvert les portes, c'est Unlock, qui s'est dit, tiens, c'est pas grave si on peut jouer qu'une fois à un jeu et qu'après, on va le prêter, le revendre, etc. Et en fait, en tout cas, vraiment pour les jeux immersifs, c'est-à-dire des jeux qu'on ne joue qu'une seule fois, voilà, il y a lui qui a un peu tout cassé, qui est rentré dans énormément de maisons, même des maisons qui ne sont pas des joueurs de jeux de société et qui ont ouvert la voie à des jeux qu'on ne joue qu'une fois, quelques fois. Voilà. Et je pense que si le succès il est là, c'est plutôt que là où avant, mais moi je me souviens, quand on a créé Blam il y a 10 ans, quand on a vu Unlock ou d'autres jeux, on s'est dit mais quelle aberration, enfin un jeu qu'on joue qu'une seule fois, mais c'est n'importe quoi, franchement, et d'un coup, le paradigme du jeu de société, de l'industrie, de tous les éditeurs, etc., a changé. C'est oui, mais on sait pourquoi on le fait. On sait qu'on fait pour créer des histoires hyper fortes, des moments hyper forts entre les gens, et que il n'y a que ce côté-là, parce que découvrir une histoire pour la première fois ou quasi, rentrer dans un univers, c'est une expérience qu'on ne peut faire vivre finalement qu'une seule fois, et que quand on a un MJ et tout va bien, qu'il y a cette imagination pour on a la faire toutes les semaines pendant 4 ans de speed sur la même histoire, et c'est tant mieux, mais qu'il y en a plein qui n'ont pas cet entourage-là, la patience, l'apprentissage, etc. Le temps, tout simplement. Le temps, aussi. exactement. Et que, voilà, en une demi-heure, en 1 heure, on peut plonger dans un univers et que, on sait qu'après, on va le revendre, on va le prêter, on va le donner, etc. On parle de jeux narratifs là et on a cité toute une série de jeux qui sont des jeux courts, très rapides, généralement une demi-heure, 1 heure, ce genre de choses. Mais on a oublié de parler d'autres jeux comme Gloomhaven, par exemple. Oui, c'est ça. Vraiment des jeux à campagne, en fait. Et quand on parle de succès, c'est difficile de passer à côté de ce jeu-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, Gloomhaven, c'est un dungeon crawler, dont j'en parlais tout à l'heure. Donc vous avez un groupe de héros qui vont affronter des monstres dans un donjon. Et puis entre les donjons, ils retournent à la ville, ils vont s'acheter des armes, et ils retournent dans les donjons, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ? Déjà, il a un système de jeu qui est exceptionnel, à base de cartes et pas de dés.
Ce qui fait que quand vous montez de niveau, vous changez votre paquet de cartes. Donc en fait, vous changez votre aléatoire. Ce qui fait que vous changez votre dé, en fait, à chaque fois que vous montez de niveau. Et ça, c'est original. Vous changez vos actions aussi que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des actions de plus en plus fortes puisque vous montez de niveau. Donc il y a plusieurs façons de progresser dans ce jeu. On est au deuxième jeu. Il y a plus de 34 classes de héros différents qu'on peut jouer. Et ils ont le record ils sont parmi les records, je ne vais pas citer de chiffres n'importe comment, des financements participatifs les plus financés. Ils sont à leur 3e campagne, là, qui se termine le 20, et leur premier prix, c'est-à-dire que le prix pour que le jeu soit financé, c'était 2 millions d'euros. Ils ont levé. Et ils l'ont levé en 3 jours, sur les 30 de la campagne. C'était attendu. C'est attendu. Et on parle d'un jeu qui fait 150 € la boîte et qu'on peut jouer qu'une seule fois. Mais longuement. Mais on parle de 90 scénarios qui font 4 heures chacun. Vous avez 2 ans et demi de jeu dans la boîte. Finalement, 150 €. Combien de films vous allez voir pour 150 €? Combien d'heures vous passez au cinéma pour 150 €? 2 ans et demi? C'est un choix. Mais Gloomhaven est aussi un jeu narratif qui va avoir les défauts dont tu parlais tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un jeu qui va avoir ses règles. Si vous n'appréciez pas ces règles, vous ne rentrerez pas forcément dedans. Donc, est-ce que c'est un jeu qui va vous convenir? Est-ce que vous êtes capable de rester 4 heures autour d'une table? Peut-être pas. Ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu, ça veut pas dire que vous êtes un mauvais joueur, ça veut juste dire que c'est pas votre jeu. Moi, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est qu'en fait, quand tu aimes justement te raconter les histoires, et c'est bien ce dont on parle depuis tout à l'heure, tu as plusieurs possibilités. Tu as la possibilité du jeu narratif, donc jeu de société, et même là-dedans, il y a plein de possibilités différentes. Si tu aimes plus les jeux d'enquête, si tu aimes incarner un personnage, si tu aimes raconter toi-même une histoire, et après, si tu préfères justement avoir cette liberté-là, sans règles, en tout cas avec des règles quand même beaucoup plus légères en termes de narration, tu peux aller vers le jeu de rôle qui lui-même aussi a plein de niveaux différents de liberté dans les règles selon le MJ et selon aussi, j'imagine, le jeu que tu choisis. Ça fait partie du... Est-ce que le jeu de rôle est vraiment si différent du jeu narratif de ce point de vue-là? C'est juste une question d'aimer la liberté ou de pas l'aimer. Pendant que tu parlais, je pensais aussi à Xia ou à des jeux à monde ouvert sur des plateaux. Il existe des jeux qui sont comme des MMORPG sur un plateau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'objectif exact au jeu. C'est vous qui décidez au cours de la partie quel va être votre objectif de fin et comment vous allez gagner la partie. Et il y a plein de méthodes différentes pour le faire. C'est Great Western qui permet de le faire aussi. On peut être un éleveur de chevaux d'un côté, on peut aller au saloon, on peut faire plein de choses. C'est une autre manière d'aborder le jeu narratif aussi. Ok. Alors je pense que là, du coup, on va pouvoir demander aux gens qui sont là s'ils ont des questions, sauf si vous voulez rajouter quelque chose que vous vouliez absolument dire lors de cette table ronde, quelque chose qui vous tenait à cœur. Non, je pense qu'on peut demander vos questions. Si Alors, vous en avez. est-ce que vous avez des questions? Des interrogations? Hop. Je vais descendre du coup et je vais faire le tour. Pour vous, c'est quoi la chose la plus importante pour un MJ? La chose la plus importante pour un MJ? C'est ça la question? Ouais. C'est pour moi ou c'est pour toi? Moi, j'ai déjà plus ou moins répondu. Je vais répondre très rapidement. Pour moi, c'est vraiment d'être à l'écoute de ces joueurs et ces joueuses, savoir ce qu'ils cherchent et être juste tyrannique ce qu'il faut. Pas trop, mais pas trop peu non plus. Donc je peux pas répondre ça. Merci.
Je vais répondre un peu à côté. Ce qui a fait le succès des émissions de jeux de rôle, c'est la capacité des différents acteurs à improviser. Ce qui fait la force de ces... Pourquoi est-ce qu'on les regarde ? Pourquoi est-ce qu'on regarde ces émissions ? Parce que les gars sont extrêmement forts. C'est des acteurs chevronnés qui vont être capables d'improviser en claquant des doigts. Et pour un maître de jeu, il faut être capable de rebondir sur tout ce que les joueurs vont être capables de proposer. Et plus on sera capable de rebondir sur ce que dit une personne, meilleur on sera. Et y compris quand les joueurs ne sont pas des acteurs chevronnés, en fait. Parce que c'est ça le truc, c'est que parfois tu accueilles des gens autour de la table qui débutent, qui savent pas trop comment ça fonctionne, et c'est de savoir les mettre à l'aise, les accueillir, et de valoriser aussi ce qu'ils apportent. Quitte à reprendre, répéter, mettre en valeur ce qu'ils ont dit, si jamais eux-mêmes n'ont pas encore... Et pas avoir peur de l'erreur aussi. Ah oui. Et de revenir en arrière. C'est pas parce qu'on s'est trompé. Alors attends. Là on a fait un jet de dés, c'est la situation. Non, on revient en arrière. Allez, hop. On appuie sur le stop. On fait retour arrière. On appelle la VAR. Hop. On fait revenir l'action en arrière. Hop. Et on revient où t'étais. Redécrivons la scène. La scène, elle faisait ça. On était en train de se battre contre le troll. Il y avait tel élément. Qu'est-ce que tu m'as dit que tu fais ? Tu m'as dit que tu as fait ça. Est-ce que tu veux reprendre un des éléments ? Il ne faut pas hésiter, à un moment donné, à revenir en arrière et à reprendre une situation qui peut être périlleuse alors, pas forcément périlleuse, qui peuvent ne pas correspondre aux attentes d'un joueur et qui peuvent mettre un joueur mal à l'aise. C'est ça qui est important. C'est le fait de le mettre mal à l'aise. Parce que ça peut être une erreur du joueur et dans ce cas-là, il faut qu'il la paye. Ne pas vouloir aller trop vite. Enfin, je sais que moi, c'est mon gros problème en MJ, et c'est pour ça que je suis un piètre MJ, c'est que je veux aller trop vite en essayant de garder le flow des joueurs, et du coup, je me permets pas de faire un stop, de faire un truc, de réfléchir, et du coup, je perds trop vite tout le monde. Un truc que l'âge m'a appris, c'est de me taire. Ah oui, c'est dur ça. De savoir se taire et de les laisser réfléchir et de les laisser galérer, mouliner et surtout de les laisser prendre la mauvaise décision en essayant de pas esquisser un rictus. Ça, c'est compliqué aussi. Et puis il y a aussi un truc, c'est qu'en tant qu'OMJ, finalement, c'est toi qui a fourni du boulot en amont, c'est toi qui a proposé un scénario, potentiellement qui l'a écrit. Je veux dire, si tes joueurs et joueuses, ils te sont pas reconnaissants après ça... Je veux dire, c'est déjà un taf, quoi. Donc, pas trop se mettre de pression non plus sur là, il y a un truc important. Les attentes. Il y a un truc important aussi à se rappeler. Et ça, c'est valable pour n'importe quel auteur de jeu, n'importe quel animateur, n'importe quelle personne qui va proposer du jeu à quelqu'un. Une fois que vous avez expliqué ce jeu à l'autre personne, une fois que vous avez laissé sortir ce jeu de vos mains, il n'est plus à vous. Il est à la personne qui va le jouer. Si j'explique au premier rang à jouer à Seven Wonders là, si je m'en vais, ils peuvent très bien changer une règle. C'est eux que ça regarde, c'est plus moi. Et ça regarde encore moins Antoine Boza. Et ça regarde encore moins Repos Productions. Vous faites ce que vous voulez avec le jeu. Et ça, c'est un truc qui, pour un auteur, un animateur, est un petit peu compliqué parfois à comprendre, et aussi pour un MJ. Mais c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Enfin, moi, je sais que là, sur le salon, nous, on a une équipe d'animation et on a choisi d'aller chercher nos animateurs chez des ludothécaires qui ont une toute autre approche du jeu de société, parce que eux, en fait, quand ils viennent dans les ludothèques, ils apprennent à jouer. Pour eux, le jeu d'imitation, c'est-à-dire des jeux pour 3 ans. Quand on met une cuisine dans un coin, c'est un jeu qui est aussi important, voire plus important qu'un Gloomhaven ou qu'un machin truc. Et ils apprennent exactement ça. Et moi, j'ai appris tellement auprès d'eux, de les voir sur une partie. On a vu ça à un moment hier où ils ont joué à Splito. On doit jouer une carte, soit à gauche, soit à droite, à un de nos 2 voisins. Et ce groupe-là avait décidé qu'à chaque tour, ils ont joué 2, une à gauche, une à droite. On leur a expliqué la règle 1 fois, 2 fois. L'auteur est arrivé, on ne l'avait pas vu. Il a réexpliqué la règle, puis ils ont dit « Ouais, mais non, on veut jouer comme ça ». Donc l'auteur est un peu rentré chez lui en disant bon bah d'accord. Enfin le jeu il fonctionne très bien en fait, tout va bien, et
En fait, ils ont joué à leur jeu, ils ont adoré, ils ont passé un super moment. Et c'est quelque chose qui commence vraiment à infuser partout dans le monde ludique, de se dire, voilà, quand on donne un jeu, on le met et ils en font ce qu'on veut. Et il faut accepter cette flexibilité-là pour que tout le monde joue au jeu qu'il a envie de jouer, en fait. Et finalement, aussi, ce qui fait un bon MJ, je pense, c'est si toi, tu t'éclates à faire le MJ, en fait. Si tu passes un moment, si ça te plaît de faire ça, c'est un peu bateau, mais je pense que c'est globalement vrai. Une deuxième question. Mais pourquoi le retour en force? Pourquoi il y a un retour en force? J'ai bien compris. Tout à l'heure, quand vous parliez avant, vous parliez de retour en force au début. Mais pourquoi en force? Du jeu de rôle? Oui. Pour tout ce qu'on a plus ou moins dit, c'est les émissions sur Twitch et YouTube qui ont fait connaître à une nouvelle génération le jeu de rôle. Parce que je vais reparler de cave, je suis désolé. Mais dans les années 80-90, le jeu de rôle, il a eu du mal à sortir de sa cave. Les jeunes qui jouaient avaient plutôt envie de faire ça dans leur coin, entre eux, et avaient du mal à en parler. Dans les années 90, on a eu pas mal de problèmes en tant que joueurs de jeux de rôle, parce que plusieurs émissions de télé nous ont... Pointer du doigt. Ouais, j'allais dire stigmatisés. C'est-à-dire... Ça aurait pu être pire. Ouais. Nous ont jugés, en effet. On pensait que ce que nous faisions dans ces caves n'était pas très propre. Bon, on jouait, quoi. Et le problème, c'est qu'une partie de nous s'est vu refuser l'accès au jeu. On a eu une année et demie assez dure dans laquelle il a fallu que plus ou moins on se cache pour jouer, ou alors on nous a interdit, nos parents nous interdisaient de jouer. Il a fallu qu'on discute avec nos parents, qu'on leur explique et qu'on leur montre qu'on faisait pas des choses terribles et que on n'était pas à sacrifier des dames ou des chèvres ou que ce que je sais plus quand on allait jouer. Mais les gens, ça vous fait rire, mais c'est vrai, ce qu'il a fallu qu'on explique ça. Le pire, c'est que c'est vrai. L'année 94 a été particulièrement difficile pour ça. C'est revenu en force derrière. Et on a eu, pendant les années 2000, une partie de la population des jeunes qui a grandi et qui a été traumatisée par cet événement. Et qui a eu du mal à sortir de cette idée que le geek pouvait se montrer et pouvait parler de jeux de rôle. On avait énormément de mal à trouver des gens qui pouvaient parler en public du fait qu'ils étaient maîtres de jeu, parce qu'on se moquait d'eux. Moi, je me rappelle l'avoir dit en public et m'être entendu dire « Ah, mais tu joues ça, toi ?» Et ça, c'est resté jusqu'à l'arrivée des séries qui ont montré que le Get Geek, c'était pas trop mal. Ça a donné des ailes, en fait. Toutes ces émissions et tout ça, ça a donné des ailes de montrer aux gens qui pensaient jamais être capables, qui pouvaient être MJ, qu'ils pouvaient y être, à des gens qui pensaient jamais pouvoir jouer, qui pouvaient aller jouer, qu'ils avaient assez d'imagination, que finalement, c'était assez simple ce qu'il y avait à faire et qu'il fallait juste y aller pour... Quand tu parles de série, tu penses à Stranger Things, j'imagine? Big Bang Theory. Ah oui, c'est vrai aussi, ouais. Big Bang Theory a fait plus, si ce n'est... Si ce n'est beaucoup plus. Parce qu'en fait, ils ont fait rire avec la notion de geek. Mais les personnages étaient sympathiques quand même. Voilà, c'est ça. Et ils ont fait pleurer aussi. Et ça, c'était vachement important. Un Sheldon est à la fois drôle, mais triste aussi. C'est pas, on est humain, en fait. Et c'est pas des gens différents des autres. Et on riait pas de la même, on riait pas de la même chose. Enfin, moi, je me souviens regarder cette série où nous, on rigolait des blagues de geek au début, pendant les premières saisons. Eux, ils rigolaient plutôt des personnages complètement bizarres. Et puis d'un coup, nous, on a arrêté de rire aux blagues de geek parce qu'il y en avait de moins en moins. Et en fait, on commençait à rire des personnages qui nous faisaient les situations et on commençait à être émus. Et eux, ils commençaient à se dire, ah ouais, en fait, c'est pas juste un rigolo et un machin truc. Ah ouais. Et en fait, on sait tous, on était au début complètement séparés entre guillemets par cette série et on s'est retrouvés à dire en fait on est tous pareils et toi tu t'identifiais à elle et moi à lui et puis finalement on voit que tout s'inverse et qu'on se comprend, on peut finalement se comprendre.
Un dernier élément sur ce retour en force, j'insiste là-dessus, si vous voulez maîtriser ou faire du jeu de rôle, il y a énormément de boîtes de démarrage qui existent et de quoi se lancer en ce moment, n'hésitez pas, on a besoin de MJ. C'est bien le MJ. Merci pour cette conférence. Vous avez tous les trois un sacré bagage dans l'édition de jeux immersifs et narratifs, j'ai l'impression. Vous avez parlé dans l'immersion, un matériel qui reproduisait un peu le matériel de l'avatar que l'on incarnait. Est-ce qu'il y a d'autres façons, est-ce que vous avez identifié d'autres façons de favoriser une immersion du joueur dans un univers que le matériel qu'il utilise ? Alors, moi, je peux parler de quelque chose d'assez fort dans Carte Aventura, parce que finalement, dans Carte Aventura, chaque scénario a sa petite règle. Et en fait, même si la règle de base, c'est simple, c'est comme un livre dont vous êtes le héros, on lit une carte, à la fin, on pioche celle-là, on retourne celle-là, on pose celle-là sur la table. Les règles, c'est vraiment que ça. C'est vraiment basique. Mais dans chaque scénario, on a essayé d'identifier qu'est-ce qu'on voulait dire comme message. J'essaie de voir lequel je peux, en vous spoilant le moins possible des trucs, c'est pas facile. Dans le scénario sur les Vikings, on commence la partie, on a 3 dieux qui sont devant nous. On a Thor, Freya et on a 3 dieux, et je vais pas dire de bêtises comme ça je vous spoil rien. Et on choisit au début auquel on fait des honneurs pour avoir ses faveurs. Donc on en retourne un, puis on a ces 3 dieux, il y en a un, on a les faveurs. Au bout d'un moment, on va utiliser cette faveur pour faire quelque chose. Et puis à un moment, on va faire une bêtise où on va décider d'aller voir les chrétiens. Et puis on va perdre un de nos dieux. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est très simple. Je prends une carte qui est devant moi, de ce dieu-là, et puis je vais le mettre dans la défausse, et je m'en servirai plus. Et c'est hyper bête, c'est hyper simple, il n'y a rien du tout, mais tu vois juste avec une carte que ça change. Donc, c'est pas tellement le matériel qui est important, c'est vraiment ce qu'il veut dire. On peut dire tellement peu avec juste 3 éléments, et c'est là où Thomas Dupont, l'auteur de Carte Aventura, est vraiment un auteur incroyable, parce que sur chaque scénario, avec 4 cartes, il arrive à nous faire ressentir des éléments sur le racisme, sur la perte de notre identité, sur des trucs comme ça. On n'a pas besoin de le dire, hein. Dans le scénario, on vit une aventure de Vikings, et en fait, on en fait tout ça. Et puis, dans certains jeux, j'étais un gros joueur de Warhammer Battle, hein. Quand j'étais petit, il y a besoin de plein de figurines pour se faire croire qu'on est le chef de notre armée, mais ça dépend ce qu'on veut raconter. Et ce qui est important, c'est vraiment où on se place dans cette immersion pour qu'on s'identifie à la bonne personne. Tu parlais tout à l'heure, on peut s'identifier à la Terre si on joue à Earth, et ça demande plein de choses. Donc, c'est pas tellement le matériel qui compte, c'est plutôt qu'est-ce qu'on veut dire, et pour dire ça, de quoi j'ai besoin. Je suis pas d'accord. Alors, le matériel, il peut y en avoir toutes sortes. Dans le jeu de rôle, le matériel de base, comme je l'ai dit, c'est du papier, du crayon, des dés, le livre avec les règles. C'est à peu près tout ce dont on a besoin. Mais si vraiment on veut pousser l'immersion, on peut aller beaucoup plus loin que ça. On a parlé de pirates tout à l'heure, on peut avoir des chapeaux, on peut avoir un bandeau sur l'œil, on peut avoir une jambe de bois, on peut avoir un tricorne, on peut avoir toutes sortes d'éléments. Et là, on pousse le jeu vers une catégorie de jeu de rôle. Alors, je vais me faire jeter des cailloux dessus si je dis ça, mais on pousse vers une catégorie de jeu qui est le grandeur nature, ou la soirée enquête, qui vont être des versions beaucoup plus élaborées. Enfin, non. Je ne vais pas dire élaboré, c'est pas le vrai adjectif. Plus incarné. Entière, ouais. Oui, où on va réellement incarner un personnage, et au lieu d'être autour de la table, on va être avec les gens dans le lieu véritable, et on va réellement jouer le personnage dans une pièce qui va jouer le rôle, où on va réellement jouer son pirate. Ce qui devient d'ailleurs très proche du coup du théâtre d'improvisation, à l'exception du fait qu'il n'y a pas de public. Et qui a une partie ludique à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une partie de jeu avec des règles. Je vais pouvoir aller fouiller une pièce, je vais pas forcément fouiller réellement la pièce pour essayer de trouver quelque chose comme dans un escape game, mais par contre, je vais donner un point d'action à un maître de jeu qui va me tendre une trouvaille en contrepartie. Donc, c'est une autre immersion possible, c'est une autre façon de faire. Le vrai grandeur nature,
peut durer jusqu'à 2, 3, 4 jours, où vous restez en costume pendant 2, 3 ou 4 jours, où vous restez dans le personnage pendant 2, 3 ou 4 jours, et vous faites évoluer votre personnage sur toute cette distance-là, ce qui est beaucoup plus long et qui ne demande pas les mêmes mécaniques et pas la même façon d'aborder les choses. C'est complètement différent. Ça dépend de ce que vous préférez. Mais le matériel est important. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ok. Dans le jeu de rôle actuel, du moins, j'ai l'impression qu'on fait de plus en plus attention à l'état psychologique des joueurs et on met en place des X-cards ou bien des trigger warnings, etc. Pour ceux que j'espère que ça parle un peu à tout le monde. Et je voulais savoir, pour Carte Aventura, du coup, que c'est basé sur des périodes historiques et on peut se dire que c'est un peu moche ce qui s'est passé dans l'histoire. Est-ce que, du coup, vous limez un peu l'histoire parce que ça parle pas forcément aux enfants ? Est-ce que vous faites des adaptations pour le public ? Voilà. Eh ben, c'est ma très grande fierté, et je pense la fierté de tous les scénaristes et de tout le monde, c'est qu'on fait absolument aucune concession. On travaille avec quand on fait relire à des conseillers historiques, les conseillers historiques, ils vont tout de suite te taper sur les pieds en disant non, mais ça, c'est pas possible. Alors, ma plus grande fierté, vraiment aujourd'hui avec Carte Aventura, c'est que dans le scénario Caravane, on joue un voyageur musulman du XIVe siècle. Je pense qu'à la 3e phrase du scénario, on part faire notre Hajj, donc le pèlerinage à la Mecque. On n'a rien reçu. Je n'ai reçu aucune plainte, message, ni rien du tout. Et en plus, c'est le scénario qui se vend le plus. Donc, faisons confiance vraiment à tout le monde, et tout le monde est là, on peut y aller, et c'est vraiment intéressant. Par contre, très intéressant, il ne faut pas tomber dans une vision caricaturale de ce qu'est l'histoire. C'est pas parce qu'on nous a dit le monde musulman du XIVe siècle est hyper violent, les femmes elles étaient toutes martyrisées, etc., que c'est la vérité, et que c'est pas quand même l'occasion d'aller chercher quelques personnages qui peuvent être inspirants aujourd'hui. Ça ne veut pas dire en faire forcément des héroïnes, des héros, ça ne veut pas dire inventer des choses, mais ça veut dire mettre en avant certaines choses dans ce scénario-là sur Caravane. Assez vite, on va arriver à la Mecque, on va aller voir dans une école coranique, et la chef de l'école coranique, c'est une femme qui est en train d'humilier des gamins qui l'embêtent en interprétant mal le Coran. Et c'est vrai, on en a beaucoup discuté avec l'Institut du monde arabe, qui, leur première réaction, c'était non, les femmes, c'est pas possible, dans ce milieu-là, elles faisaient rien. Et puis, on les a fait parler. Et puis, au bout d'un moment, on a dit, oui, c'est vrai que dans les instituts, c'était possible, elles étaient là, elles étaient éduquées. Par contre, elles n'avaient pas le droit à ces postes-là, etc. Donc, il faut fouiller pour aller chercher des choses à dire. Il faut pas... nous, c'est vraiment notre chose. On n'invente rien. On va pas créer des fausses personnages féminins ou des fausses personnages LGBT. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas besoin. Dans le scénario Versailles, on suit Julie d'Aubigny sous Louis XIV. C'est un personnage incroyable. Tout ce qu'on dit est plus ou moins véridique. En tout cas, le truc le plus fou, c'est qu'elle a été graciée par Louis XIV alors qu'elle avait tué des hommes. Ça, c'est vrai, et il n'y a pas besoin de l'inventer, en fait. Donc, on va chercher les bonnes personnes qui existent historiquement, et comme je dis tout à l'heure, on choisit un message. Je disais tout à l'heure sur les Vikings, on choisit ça, et on peut choisir les bonnes personnes pour juste dire ce qu'on a envie. Et voilà, nous, notre but, c'est de rester le plus véridique possible. Tu as une réponse rapide à faire ? Rapide ? C'était juste pour prendre une dernière question après, parce que là, on arrive à la fin. Sur le jeu de rôle, précisément, je vais dire 2 choses assez rapides. Sur les mondes imaginaires, il n'y a aucune raison qu'il y ait la moindre discrimination, quelque ordre ce soit. On est dans un monde imaginaire, c'est nous qui le créons, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de discrimination. Point. Il n'y a pas à discuter là-dessus. C'est notre univers à nous. Donc les cartes X, et à ce moment-là, sont plus pour protéger des joueurs qui se sentiraient déjà eux-mêmes plutôt, pas très bien.
Donc l'utilisation à ce moment-là provient d'une discussion en amont avec le MJ. Il faut forcément en parler avant et qu'il y ait une discussion au départ. Sur les mondes réels et réalistes, pour avoir travaillé récemment sur l'adaptation des Lames du Cardinal, par exemple, où la question s'est posée à nous, on est plutôt sur l'utilisation d'un disclaimer au début des parties, en particulier sur les parties de convention. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un disclaimer ? C'est on discute avec les gens au départ. C'est-à-dire que les gens autour de la table, on ne va pas aller de but en blanc dans la partie. On va d'abord essayer de savoir avec qui on joue. Et une fois qu'on sait avec qui on joue, jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on a le droit de faire ? Est-ce qu'on ne peut pas faire ? Et une fois qu'on saura ça, on verra si on utilise une carte X, si on ne l'utilise pas, et ainsi de suite. On peut expliquer un tout petit peu très rapidement, Mathilde, ce qu'est la carte X ? Bien sûr, une carte X, c'est une carte qui est pratiquée dans le jeu de rôle, qui est pratiquée dans certains jeux narratifs. Typiquement, Alice is Missing en a une. C'est une carte qui est posée sur la table et à tout moment lors de la partie, si quelqu'un se sent mal à l'aise avec l'une des thématiques qui est abordée, cette personne peut toucher la carte X pour signaler qu'elle souhaite qu'on change de sujet. Et c'est la convention qu'on ne l'interrogera pas sur ah, dis donc, pourquoi est-ce que tel sujet te met mal à l'aise ? Juste, on change de sujet parce qu'on est là pour passer un bon moment ensemble. Et voilà, c'est un système pour réduire les chances que quelqu'un se sente mal à l'aise lors d'une partie. Je vais prendre une dernière question. Alors, comment et pourquoi vous vous êtes dirigé vers le jeu de rôle et le jeu narratif ? Alors écoute, moi j'ai pas vraiment eu de choix. C'est-à-dire que si tu veux, la première fois que j'ai fait du jeu de rôle, je devais avoir quelque chose comme 6 ou 7 ans. Parce qu'il s'avère que mon papa, qui est peut-être ou peut-être pas présent dans cette salle, faisait lui-même du jeu de rôle depuis un certain temps avec ses copains. Et que il nous a fait jouer très très tôt avec mon petit frère et avec ma maman. Et donc on faisait du jeu de rôle en famille. Donc moi c'est comme ça que j'ai découvert le jeu de rôle. Et puis ça m'a beaucoup plu. En fait j'ai fait du jeu de rôle même avant de faire du jeu de société, je pense. Et ensuite, pourquoi est-ce que j'ai continué à en faire plus tard et puis pourquoi est-ce que j'ai commencé ponctuellement à masteriser, c'est parce que pour moi c'est à la convergence entre deux de mes grands centres d'intérêt qui sont le jeu et l'impro. Le jeu de rôle, ça réunit vraiment les deux. Il s'avère que dans ma troupe de théâtre d'improvisation, il y a beaucoup de joueurs et de joueuses aussi. Donc en fait, je fais quasi exclusivement du jeu de rôle avec mes copains d'impro. Ce qui fait que ça nous fait des jeux de rôle assez... Ce qui explique aussi ce que je décrivais tout à l'heure sur l'intérêt relatif qu'on porte à la cohérence historique, disons. Voilà. Si vous êtes content. Exactement. Et d'un point de vue professionnel, moi je travaille absolument pas dans ce milieu-là, donc j'ai pas de choses supplémentaires à apporter. Moi j'ai essayé le jeu de rôle parce que mes copains y jouaient au départ. Donc j'y suis allé parce que les autres y jouaient. J'ai toujours été attiré plutôt par le jeu de figurines. Et c'est pour ça que j'ai travaillé là-dedans ensuite. Mais de plus en plus, et je parlais des types de joueurs, mais je sens que mon type de joueur est en train d'évoluer vers le jeu de rôle en fait. Et j'en fais de plus en plus, et de plus en plus. Donc je suis tombé dans le jeu de rôle grâce à des potes, et je suis pas prêt d'en sortir. C'est une maladie, je suis désolé. Moi, j'ai grandi aussi avec les jeux de rôle, les jeux de cartes et toutes ces choses-là. Donc, moi, j'ai toujours été un peu dans ce milieu-là. Le jeu de société et le monde professionnel, vraiment, ça m'est tombé dessus. J'ai eu la chance qu'avec des amis, on décide de sortir un jeu qui s'appelle Célestia en 2015 et que ce jeu-là fonctionne. Et ce qui fait que on a continué à sortir des jeux et qu'au fur et à mesure, on commence à apprendre des choses et qu'on arrive à sortir des jeux. Et honnêtement... ces dernières années où je travaille sur Carte Aventura avec Thomas Dupont, tous les scénaristes, etc., c'est juste un peu mon rêve. Enfin, je crée des histoires auxquelles les gens jouent vraiment parce qu'il y a un succès qui parle de thématiques actuelles, qui parle d'histoire. Enfin voilà, j'avoue que je vis un peu ma plus belle vie depuis 3 ans et en plus, je suis pas prêt de continuer. Donc, mon jeu narratif, je sais
c'est raconter des histoires. Et c'est ça qui me plaît, je me rends compte. C'est ce qu'on a toujours voulu faire chez Blam, faire des jeux immersifs. Et je pense qu'on s'est beaucoup voilé la face au début en créant des trucs avec des grosses illustrations, beaucoup de matériel, etc., etc. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, le mieux pour raconter des histoires, c'est des mots. Et Carte Aventura, c'est des mots et ça marche très bien. Enquête Express, c'est des mots et c'est très bien. Et voilà, je suis un peu tombé dedans et je me suis rendu compte que j'étais finalement assez à l'aise avec ça, parce que je lis beaucoup, parce que j'écoute beaucoup. Les séances de test de Carte Aventura, c'est écouter les gens jouer et voir là où ils se posent des questions, là où ils s'en posent pas. Donc voilà, ça m'est un peu tombé dessus, mais c'est une grande chance. Eh bien, du coup, je vais donner la finalité de cette table ronde. Je voudrais finir par une phrase. Une phrase qui est... Elle sait ce que je vais dire. Une phrase qui est d'un certain Aurélien Cotentin, qui a dit « Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête ». Je ne sais pas si vous savez, mais Aurélien Cotentin, son autre nom, c'est Orelsan. Je vous remercie tous beaucoup d'être venus ce soir, d'avoir posé des questions, d'avoir été aussi intéressés. Et puis, je remercie aussi le Festival des Jeux de nous avoir permis de faire cette table ronde. Un grand merci aussi à mes 3 intervenants. Un merci aussi à la technique du Palais des Congrès. Et puis, j'espère pour vous voir donc bientôt. Alors, si vous êtes en région parisienne, en fait, nous avons un événement qui s'appelle Créa Games, qui est sur la création ludique. Ce sera les 23 et 24 septembre prochains à Boulogne-Billancourt. Merci à tous et bon festival. Merci beaucoup. Merci.